Merci beaucoup, Florence. Donc ce soir, effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui est tout à fait d'actualité puisque vous avez entendu la déclaration du ministre au mois de janvier sur les problèmes de sommeil et qui touchent maintenant beaucoup de Français et qui sont un problème de santé publique. Et donc je vais vous parler du mal dormir sous ses différentes formes. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par mal dormir ? Il y a tout simplement un sommeil insuffisant. Et là, vous savez que la durée de sommeil est très variable selon les individus. Vous avez des courts dormeurs qui dorment moins de 6 heures et des gros dormeurs qui dorment plus de 9 heures. Avec une tendance depuis un siècle à une diminution, en particulier pour certaines populations. Ce sont les travailleurs postés, les conducteurs professionnels, les enfants et les adolescents. En effet, si on regarde ce qui se passe au niveau de la durée de sommeil des adolescents, vous voyez sur la courbe qu'il y a une très nette diminution du sommeil, que ce soit en week-end ou en semaine. Et les adolescents ont perdu en 30 ans 2 à 3 heures de sommeil par nuit. Le sommeil, ça peut être aussi un sommeil de mauvaise qualité, du fait des conditions du sommeil, que ce soit lié au bruit, à la literie, à l'environnement. Mais bien sûr, et c'est ce qu'on va voir plus en détail, des pathologies associées avec des choses qui sont non spécifiques, hein, comme le fait d'avoir mal, eh bien on dort à ce moment-là pas bien, que l'on tousse au cours de la nuit, et là évidemment ça va aussi perturber le sommeil, que l'on soit anxieux, déprimé, ou qu'il y ait des pathologies spécifiques au sommeil dont on va parler. Il peut y avoir aussi un sommeil qui survient à des horaires inadaptés, que ce soit en particulier à cause d'obligations professionnelles, avec des horaires particuliers. Et là, vous avez le travail de nuit, le travail en 3-8 ou posté, qui est assez difficile pour le travailleur, qui est constamment soumis à des ruptures de rythme, ou bien que ce soit du fait d'un mode de vie dont l'irrégularité est très marquante, parfois à cause d'obligations, mais aussi parfois à cause d'une méconnaissance des règles qui régissent le sommeil. Le déroulé de la nuit, vous avez vu, enfin pour ceux qui étaient présents à la conférence de Joël Adrien la semaine dernière, ce qu'était le sommeil et comment se passait une nuit. Je vais vous rappeler un petit peu ce qui se passe au cours d'une nuit et surtout ce qui va arriver au cours d'une mauvaise nuit. Alors, un bon dormeur va s'endormir assez vite pour plonger dans du sommeil léger d'abord, puis du sommeil profond. Au bout de 30 minutes, 40 minutes de sommeil profond, il va y avoir à ce moment-là un allègement du sommeil avec la première phase de sommeil paradoxal et qui constitue le premier cycle de sommeil, l'ensemble constituant environ 90 minutes. Et ces cycles vont se dérouler tout au long de la nuit de telle manière qu'il y aura 4 à 6 cycles au cours de nuit. À la fin, bien sûr, le dormeur se réveille et peut vaquer à ses occupations. En cas d'une mauvaise nuit, on peut avoir plusieurs types de problèmes. Déjà, des difficultés d'endormissement, avec un endormissement qui peut survenir beaucoup plus tard. En plus d'une demi-heure, on parle de difficultés d'endormissement. Ensuite, on a un sommeil qui va être moins riche en sommeil profond. Et au cours de la nuit, il va survenir également des éveils qui vont venir fractionner ce sommeil. Ce qui fait qu'in fine, le sommeil est déstructuré tant dans son rythme que dans sa quantité de différents stades de sommeil. Le déroulé de la journée qui va suivre, quand on a mal dormi, va bien sûr être perturbé. Et il faut savoir que les performances, la forme physique, intellectuelle, l'humeur, varient physiologiquement en cours de journée et en fonction de différents paramètres, dont la température centrale. Et on a fait des études pour voir comment était la forme et comment étaient les performances au cours de la journée. Eh bien, en fonction de la variation de température, on s'est aperçu qu'il y avait 2 moments qui sont des moments de creux, de grands creux circadiens, qui sont l'un entre 1h et 3h du matin et l'autre vers 14-15 heures,
qui sont des moments où la vigilance est amoindrie et qui vont de pair d'ailleurs avec une température qui s'abaisse. Mais quand il y a un mauvais sommeil, il y a des conséquences délétères sur les performances qui sont amoindries, sur l'humeur, hein, la mauvaise humeur après une mauvaise nuit, c'est bien connu, sur le tonus, au sens tonus vigueur, envie de faire les choses. Là, il y a une sensation de fatigue. Et parfois sur la vigilance, où là, les réponses sont ralenties et il peut même y avoir une somnolence. Alors, les conséquences du mal dormir sont importante en termes bien sûr de performance, mais aussi d'accidents, en termes de consommation de médicaments, en termes d'erreurs. Et là, vous voyez des photos qui sont assez suggestives avec des accidents, avec la catastrophe de la plateforme de Three Mile Islands. Aussi l'abus d'autres substances, comme des stimulants, par exemple. Et la somnolence vient au premier plan des conséquences difficiles, sachant que c'est une cause d'accidentologie dans la vie professionnelle, mais aussi surtout au volant. Avec cette enquête qui était en 2004 faite par la Sofres, qui montrait que 54% des Français se sentent somnolents dans la journée alors qu'ils ont correctement dormi, et que 13% ressentent parfois cette somnolence au moins 4 fois par semaine, ce qui est quand même énorme. Et il faut savoir que la privation de sommeil qui va avoir pour conséquence cette somnolence est très importante en termes de baisse des performances, puisque on a fait des comparaisons pour voir ce qui se passait quand on regardait la privation de sommeil et la consommation d'alcool, parce qu'on connaît bien maintenant les effets de l'alcool. Eh bien, si l'on ne dort pas pendant 17 heures, cela équivaut à une alcoolémie qui est à 0,5 g par litre. Et si l'on reste 24 heures sans dormir, c'est comme si l'on avait une alcoolémie à 1 g par litre. Donc vous voyez, c'est des notions que l'on n'a pas, mais bien sûr, on peut imaginer les conséquences, en particulier au volant. Et toujours dans cette enquête de la Sofres, on avait pu montrer que 6% des personnes ont ressenti une somnolence au volant les 3 derniers mois de l'enquête et qu'un tiers d'entre elles ne s'étaient pas arrêtées. De surcroît, les personnes les plus concernées par la somnolence sont les jeunes, et vous savez que au niveau des jeunes, malheureusement, il y a au niveau accidentologie, une accidentologie en termes de mortalité en voiture qui est énorme, et l'on peut considérer qu'il y a des facteurs associés, que ce soit la somnolence avec la privation de sommeil, il y a bien sûr l'alcool et éventuellement l'utilisation d'autres drogues, mais quand vous cumulez les trois, vous pouvez avoir un fort taux d'accident. Et ceci étant, derrière la somnolence, vous avez aussi des pathologies dont on va parler. Et seulement 7% des gens qui se disaient somnolents avaient reçu un diagnostic qui pouvait expliquer la somnolence. Alors les conséquences du mauvais sommeil sont encore plus grandes que ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pensait initialement. En particulier, il y a des conséquences sur les défenses immunitaires, et on a montré que la privation de sommeil chez l'animal et chez l'homme entraîne une augmentation des marqueurs de l'inflammation, en particulier avec une augmentation des interleukines et des interférons. Ainsi, on commence à penser que le sommeil a un rôle dans la résistance à l'infection et à l'inflammation. Ça, c'est des travaux qui sont assez récents, qui datent de ces 5 dernières années essentiellement. Il y a aussi un lien avec le poids. Et en gros, moins on dort, plus on est gros. Si vous regardez là la courbe qui est représentée, vous voyez que les gens qui dorment moins de 5 heures ont un index de masse corporelle qui est beaucoup plus élevé que ceux qui dorment 8 ou 9 heures. On a l'impression que quand on dort aussi beaucoup plus longtemps, il y a une reprise du poids, enfin les gens peuvent être plus gros, mais qu'en gros, dans la courbe de poids que l'on voit, c'est entre 5 heures de sommeil que l'on a les plus gros BMI, et pour 7-8 heures, les BMI les plus faibles. Alors cette explication
de prise de poids par manque de sommeil tient au fait que le métabolisme se modifie au cours du sommeil et il y a une incidence de la privation de sommeil sur deux hormones qui s'appellent la leptine et la ghrelin. Ces substances ont des effets différents. L'une, la leptine, qui est une hormone impliquée dans la régulation de la prise alimentaire et la balance énergétique, agit sur le système nerveux central, en particulier sur l'hypothalamus, pour réduire la prise alimentaire et stimuler la dépense d'énergie. La ghrelin est une hormone qui stimule l'appétit et pour la production de graisse, entraînant une augmentation de la prise alimentaire et du poids corporel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne dort pas assez ou quand on dort peu? Eh bien, la leptine est diminuée alors que la ghrelin est augmentée. Ce qui va au-delà des explications un peu simplistes qui avaient été les premières explications données par les Américains, qui étaient que la surcharge pondérale observée chez les gens qui dormaient peu était simplement liée au fait qu'ils avaient plus de temps pour manger et qu'ils n'arrêtaient pas de grignoter. Donc là, on a une explication vraiment métabolique et qui a des conséquences bien sûr importantes sur notre façon de considérer le sommeil et la prise alimentaire. Pour ce qui est des troubles du sommeil, eh bien, il y a différents types de pathologies et je vais aborder avec vous les différents domaines avec l'insomnie, les troubles respiratoires au cours du sommeil, dont vous avez tous probablement déjà entendu parler, les autres hypersomnies, les troubles du rythme veille-sommeil, les parasomnies. Avec les parasomnies, c'est tout ce qui vient perturber le sommeil, comme le somnambulisme par exemple, certains comportements moteurs assez compliqués au cours du sommeil, et aussi des mouvements anormaux qui sont liés au sommeil. Alors pour ce qui est de l'insomnie, elle touche 10%, enfin d'une manière sévère, 10% de la population, ce qui est énorme. Et c'est une plainte, la plainte du patient bien sûr, qui dit qu'il dort mal la nuit. Et là, on va trouver différents types de problèmes. Il y a des difficultés d'endormissement, il y a des éveils dans la nuit, il y a parfois un réveil trop précoce, ou bien la sensation d'un sommeil non reposant. En général, une personne donnée n'a pas tous ces troubles-là. Soit, le plus souvent, ce sont des problèmes d'endormissement, soit ce sont plutôt des problèmes de maintien du sommeil avec des difficultés en seconde partie de nuit. Et pour parler d'insomnie, il faut toujours qu'il y ait un retentissement diurne. C'est-à-dire que la personne qui est en pleine forme le lendemain, alors qu'elle dit être insomniaque, n'est pas en réalité insomniaque. Car le sommeil a joué son rôle, c'est-à-dire à restaurer ses capacités le lendemain. Et le retentissement diurne, c'est la fatigue, les difficultés de concentration, les troubles de l'humeur, les troubles de la mémoire, et parfois même des sensations physiques désagréables avec les gens qui vous disent « mais j'ai la sensation d'avoir les traits tirés, j'ai des poches sous les yeux, j'ai des contractures aussi dans les épaules, dans le dos ». Alors je vous disais tout à l'heure que c'est sévère dans 10% des cas, mais ça gêne plus de gens que ça gêne à peu près 20% de la population, c'est-à-dire un adulte sur 5 dit être gêné par des insomnies plus de 3 fois par semaine. De surcroît, ça augmente avec l'âge, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que seule une personne sur 2 qui est insomniaque ou qui se considère comme insomniaque consulte pour cette raison. Alors en effet, il y a une augmentation avec l'âge et de surcroît, comme vous le voyez, c'est régulier tout au long de la vie avec une très forte augmentation au-dessus de 55 ans. Mais vous avez toujours quelque chose qui touche, enfin un symptôme qui touche beaucoup plus la femme que l'homme. Vous avez 2 femmes pour un homme qui se plaignent d'insomnie. Et ça, c'est une constante à tous les âges de la vie. La première insomnie, qui est probablement la plus fréquente, parce qu'elle peut nous arriver à tous, quelle que soit la cause initiale de l'insomnie, et qui va entraîner en fait la persistance de l'insomnie, même quand il n'y a plus de cause évidente, c'est l'insomnie psychophysiologique.
Et c'est une insomnie qui va en fait naître après une expérience répétée d'insomnie. C'est-à-dire que ce soit en raison d'un travail de nuit, par exemple, ou d'un travail désorganisé, comme dans le cas des rythmes des 3-8, ou bien d'une intervention chirurgicale où on vous fait mal, si je puis dire, puisque, par exemple, on vous opère du dos, du genou, et donc vous êtes immobilisé pendant un certain temps avec des douleurs et vous dormez mal obligatoirement, eh bien cette expérience d'insomnie tous les soirs fait que quand vous allez vous coucher, au lieu de vous endormir, vous redoutez de ne pas dormir et il y a une anxiété qui se crée au moment du coucher qui va faire que l'insomnie va évoluer pour son propre compte. Et c'est pour ça que dans l'insomnie psychophysiologique, on parle de facteurs conditionnants. De la même façon que l'on va conditionner un chien à répondre à un stimuli qui n'est pas adapté, comme par exemple si vous présentez des aliments, enfin une bonne gamelle à un chien, il va se mettre à sécréter du liquide gastrique, ça c'est la réponse normale, mais dans l'expérience de Pavlov, que vous connaissez tous probablement, si vous faites un certain temps une association où vous faites d'abord entendre une cloche au chien et puis ensuite vous lui présentez sa gamelle, et bien au bout d'un certain nombre d'associations, quand vous lui faites simplement entendre la cloche, il va se mettre à sécréter du liquide gastrique. Vous avez conditionné le chien à répondre d'une manière physiologique à la cloche. Eh bien c'est exactement pareil dans l'insomnie psychophysiologique. En fait, vous vous conditionnez à ne pas dormir simplement en étant dans la situation qui normalement devrait vous amener au sommeil. D'où ce nom d'insomnie psychophysiologique, où les facteurs conditionnants donc sont primordiaux. Eh bien, dans cette insomnie, vous avez toujours des caractéristiques qui sont très précises, qui sont la peur de ne pas dormir, le fait que la personne passe beaucoup de temps au lit pour essayer de rattraper son sommeil, et une espèce de focalisation sur le sommeil, même dans la journée. C'est-à-dire que la personne, dans la journée, pense à son sommeil en disant je ne vais pas arriver à dormir ou ça ne va pas bien se passer encore cette nuit. Donc il y a vraiment une angoisse par rapport au sommeil, même si par ailleurs il n'y a pas d'anxiété dans la vie de tous les jours. Mais ce qui va se passer dans le cas de cette insomnie, c'est que plus l'insomniaque cherche à dormir, moins il le peut et plus il aggrave son insomnie. Et là, on est vraiment dans le cercle vicieux de l'insomnie qui fait que jour après jour, les choses, au lieu de s'arranger, s'accentuent. Une autre cause tout à fait fréquente et importante d'insomnie, c'est la dépression, associée le plus souvent d'ailleurs à de l'anxiété ou bien l'anxiété toute seule. Mais ce sont des symptômes qui sont retrouvés chez 30 à 50% des insomniaques. Et le problème, c'est que la dépression est souvent méconnue dans le cas de l'insomnie parce que au début, l'insomnie paraît importante, bien sûr, mais masque un peu le reste des symptômes qui ne vont apparaître qu'au fur et à mesure et la personne de surcroît n'a pas obligatoirement conscience de cette dépression. Ce qui fait qu'elle parle d'abord de son sommeil avant de parler de tout ce qui va avec. Et il ne faut pas oublier que la dépression, c'est une maladie grave puisqu'elle est à l'origine de 10 000 décès par suicide par an. Alors, cette insomnie dépressive, elle a certaines caractéristiques. Souvent, elle apparaît après un événement important. Je ne dis pas un événement qui est obligatoirement négatif. C'est ça qui est assez étonnant. La dépression peut très bien arriver après quelque chose qui est plutôt un événement positif, comme une naissance ou une promotion, par exemple. Mais elle a toujours un début brutal. Et c'est la seule insomnie où les gens vous disent « Je suis insomniaque depuis le 12 octobre 1992 ». Mais ça, bien sûr, elle peut commencer plus doucement avec des signes dont le sommeil qui est l'un des tout premiers signes. Et autre caractéristique, si elle commence parfois par des nuits blanches avec les gens qui disent « je n'ai pas du tout dormi pendant 8 jours, 15 jours, un mois », elle aboutit en général à une insomnie qui va toucher essentiellement la seconde partie de nuit. C'est-à-dire que les personnes s'endorment comme une masse, mais se réveillent à 1h, 2h, 3h du matin, et là ont beaucoup de mal à se rendormir, ou bien se rendorment juste sur le matin. Et ça, c'est vraiment terrible parce que
c'est la personne qui se rendort à 5h30 ou 6h, mais elle doit se lever à 6h30 ou 7h, donc elle a tout juste le temps de dormir, ou parfois même pas le temps de redormir, et il faut qu'elle se lève pour aller travailler parce que le réveil vient de sonner. Et donc il y a une fatigue vraiment très importante, et c'est l'une des seules insomnies où la sieste est possible, et surtout le week-end, où l'on voit des gens s'écrouler littéralement avec l'envie de dormir et des siestes qui sont souvent longues et d'ailleurs non récupératrices. Donc comme je vous le disais, c'est souvent dans cette insomnie, les troubles du sommeil sont les premiers signes, les premiers symptômes. C'est un signal d'alerte en fait que lance le corps, et qui va être déjà le signe prémonitoire de cette dépression qui va suivre. Alors les symptômes de la dépression, quand vraiment après la dépression elle est complètement établie, les symptômes sont évidents, mais ça va du manque d'énergie avec la baisse du désir, la difficulté à faire les choses, en particulier toutes les choses qui font plaisir. Quand on n'arrive plus à faire les choses qui font plaisir d'habitude, là vraiment il y a un problème. Ne pas avoir envie de faire les choses qui pèsent ou qui sont désagréables, ça n'est pas du tout anormal. Il y a aussi une tristesse, une morosité, et puis il y a des idées morbides aussi. Quand on commence à penser à la mort, ce serait mieux si c'était fini, si j'étais pas là, là très franchement il y a une dépression qui est très, très avancée déjà. Dans la dépression, il y a aussi des troubles de l'appétit. Bien souvent les gens soit n'ont pas faim, soit ont trop faim, c'est-à-dire une espèce de boulimie avec une prise alimentaire qui est un peu désordonnée, et souvent d'ailleurs des prises de poids ou au contraire des amaigrissements. Sur le plan de la libido, c'est aussi pas ça du tout, et il y a de surcroît des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. Quand bien sûr on en est à ça, là on est vraiment dans un trouble qui est complètement constitué, où le syndrome dépressif ne fait plus du tout de doute. Mais il faut déjà savoir écouter son corps et savoir repérer derrière l'insomnie la dépression qui pourrait arriver. Un autre aspect du sommeil qui est perturbé dans une approche qui est assez semblable à la dépression, parce que beaucoup de stress peut conduire à la dépression. Les rapports entre stress et dépression sont extrêmement importants. Qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est une situation de danger. Alors, c'est pas le danger... là, j'ai représenté sur ma diapositive des photos où on voit d'une part des gazelles, des zèbres et un lion. Et à la fin, le lion qui mange la gazelle. Pour vous situer un peu l'état de stress dans lequel sont ces animaux et comment ils dorment. Quand on est en situation de stress, on va morceler son sommeil, un peu comme la gazelle qui est sur le qui-vive et qui va se méfier bien sûr d'un sommeil long, parce que si elle dort comme le lion qui est tranquille, eh bien elle risque de se faire manger. Eh bien, on n'est pas des gazelles, on n'est pas des zèbres, mais quand on est stressé, on va avoir le sommeil un petit peu de la gazelle ou du zèbre. C'est-à-dire c'est un sommeil qui va se morceler tout au long des 24 heures, et en particulier la nuit, on va avoir 2 ou 3 éveils, et dans la journée, on aura souvent envie de dormir. Le problème, c'est que quand on travaille, même si l'on est stressé, on ne peut pas dormir dans la journée, donc on est réellement en privation de sommeil. Et ça ressemble d'assez près au sommeil du déprimé, et on voit des gens qui, après des périodes de stress importantes, vont authentiquement se déprimer. Donc attention, là aussi, c'est un signal d'alerte. Alors, il y a des pathologies qui sont spécifiques au sommeil. Là, vous voyez, regardez ce qui se passe au niveau des jambes de la dame sur la diapositive, sur le film. On voit qu'elle agite énormément ses jambes. Alors je vous rassure tout de suite, sur la vidéo, la vitesse est multipliée par 3, donc ça explique des mouvements qui sont très frénétiques. Néanmoins, elle va faire ça toute la nuit. Toute la nuit, ses jambes vont l'énerver, comme elle dit. En fait, dans le syndrome des jambes sans repos, ce sont des nuits infernales qui s'annoncent, et souvent des difficultés au moment du coucher qui sont énormes. C'est-à-dire que la personne... plus la soirée avance, plus elle va ressentir des sensations désagréables dans les jambes,
avec des picotements, des agacements, des énervements qui vont faire que elle ne peut être soulagée que si elle marche ou si elle bouge les jambes. C'est une sensation donc vraiment inconfortable, parfois même douloureuse, et qui survient au repos, qui a une tendance à survenir le soir ou la nuit, et donc réveillée éventuellement en cours de nuit, et qui est soulagée par le fait de bouger et de marcher en particulier. Ce sont des gens qui, quand ils ont ce genre de problème, vont éventuellement être très gênés dans les situations où on est coincé. Par exemple, au théâtre, ça devient rapidement insupportable parce que on ne peut pas se lever, on ne peut pas bouger les jambes. En avion également, ça peut être aussi extrêmement pénible. Ce sont les personnes qui recherchent les places en bordure de rangée pour pouvoir bouger et marcher. Et vous verrez, vous les repérerez dans les avions parce que ce sont les gens, ceux qui marchent tout le temps, tout au long de la nuit, qui déambulent. Et au théâtre, c'est pareil, c'est la personne qui n'arrête pas de se lever et qui part sur le côté. C'est accompagné, dans 80% des cas, à ce qu'on appelle un syndrome des mouvements périodiques des membres inférieurs. Et ça, c'est très très étonnant. C'est toujours un mystère. Regardez le pied de ce monsieur qui est en train de dormir. Eh bien, il va soulever régulièrement, toutes les 20 à 40 secondes, son pied et faire une flexion du pied sur la jambe et éventuellement de la jambe sur la cuisse. Et là, vous voyez que c'est un mouvement assez calme, mais c'est un mouvement répété qui va survenir pendant 20 minutes, 30 minutes, se calmer, réapparaître ensuite au cours de la nuit pendant 3 à 4 épisodes. Et la seule chose, c'est que ça peut être des mouvements beaucoup plus violents, comme on va le voir là sur cette vidéo qui suit avec une autre personne qui, elle, a une autre carrure que la personne précédente. Et vous voyez qu'il y a des mouvements de balancement des jambes et des mouvements aussi des bras. Et imaginez qu'à côté, vous ayez une petite dame qui fait 1,50 m et 45 kg. Elle va se sentir un petit peu malmenée, disons, au cours de la nuit. Et c'est souvent l'occasion, lors de la consultation, de voir le monsieur qui est amené par la dame, qui dit « Écoutez, moi, j'en peux plus, je ne peux plus dormir à côté de lui. » Ça devient franchement insupportable. Parce que quand c'est une agitation de ce type toute la nuit, vous imaginez comment on peut dormir à côté. C'est très difficile. Alors, c'est une maladie très très particulière et pour laquelle enfin pour les impatients, souvent les médecins généralistes disaient c'est parce que vous avez un problème veineux. En réalité, il n'y a pas du tout de problème veineux associé. C'est un problème plutôt neurologique et où un neuromédiateur comme la dopamine en particulier est impliqué. Et on voit des anomalies du fer au travers d'une baisse de la ferritine, qui est le transporteur de la dopamine, enfin qui sert de transporteur du fer jusqu'à la dopamine plus précisément. Et donc, quand il y a des anomalies de cette ferritine, on voit toujours un syndrome des jambes sans repos et des mouvements périodiques qui apparaissent. Donc on recherche ces anomalies parce que ça, c'est un moyen facile de corriger ce symptôme. Le sommeil, bien sûr, dépend aussi de nos habitudes de vie. Et on ne dira jamais assez, le sommeil se déstructure aussi parce qu'on ne fait pas attention à son sommeil. Et quelqu'un qui se couche tardivement, qui a un rythme très, très irrégulier, qui sort très souvent, va avoir un sommeil qui va se déstructurer. Maintenant, il n'y a pas que les gens qui sortent par plaisir. Vous avez des gens qui ont des troubles du sommeil qui sont induits par les obligations. Sans aller jusqu'au travail à horaire alternant dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez tout simplement des gens qui ont des obligations professionnelles qui sont lourdes, plus des enfants à s'occuper, plus du transport important. Et vous savez qu'en région parisienne, par exemple, il n'est pas rare de voir des personnes qui ont 3 heures de transport par jour. Et si vous êtes une femme et que vous travaillez, que vous vous occupez de vos enfants et que vous avez en plus 3 heures de transport par jour, là ça devient dur parce que ce sont les nuits, c'est le sommeil à chaque fois qui va traquer. Autre cause de perturbation du sommeil, eh bien le bruit. Et là, ma foi, on ne peut pas faire grand-chose quand on habite à proximité d'un endroit bruyant.
Et si c'est un bruit lié à une boîte de nuit ou à un restaurant, parce qu'on est juste au-dessus, ça va être très très difficile d'arriver évidemment à dormir, surtout si on n'a pas le même rythme que la structure en question. Autre chose que vous avez pu tous tester, c'est les problèmes le problème de sommeil lié à la chaleur. Si vous avez une chaleur excessive, vous allez avoir des difficultés à dormir, et ça on en a tous fait l'expérience lors des chaleurs importantes il y a 2 ans, enfin 3 ans. Et quand vous avez une chaleur qui est supérieure à 30 dans la chambre, c'est extrêmement difficile de dormir correctement. Le cerveau, en fait, a horreur de la chaleur pendant le sommeil parce que il doit maintenir une température constante à 37, et s'il se sent en danger, si je puis dire, il va lancer des signaux d'éveil qui va faire que donc le sommeil sera extrêmement morcelé. En revanche, s'il fait froid, on dort relativement mieux dans la mesure, bien sûr, où on est couvert et jusqu'à une certaine température pour ne pas se mettre en danger. Enfin, il y a des conditions de lumière qui doivent être respectées. Parfois, dans Paris, c'est pas facile quand on n'a pas de volet et qu'on est exposé aux bandeaux lumineux extérieurs. Donc ça, on dort mieux dans des conditions où il fait nuit dans la chambre, à part certaines personnes qui ont peur du noir et qui dorment avec leur petite lampe. Alors là, à chacun son sommeil, ça c'est pas un problème. Alors, autre aspect qui va poser problème, c'est la somnolence excessive. Et là, je vous parlais tout à l'heure de la somnolence en termes de conséquences de la privation de sommeil, mais vous allez aussi avoir la somnolence conséquence de maladie. Et on parlera de sommeil envahissant. Et là, vous avez différentes façons, en fait, d'être envahi par votre sommeil. Que ce soit un sommeil trop long, avec de grandes difficultés à se réveiller le matin, par exemple, ou bien l'impression toute la journée d'être mal réveillé, d'être engourdi, le besoin de beaucoup de sommeil, que ce soit à la fois dans un sommeil de nuit plus des siestes si nécessaire, un besoin exagéré de faire la sieste. Si vous dites à un Corse que c'est pas normal de faire la sieste, il va vous regarder de travers, un Grec aussi. Il y a des aspects culturels, bien sûr, mais je ne parle pas de cette sieste-là. Je parle des siestes qui vous prennent contre votre gré et qui font que vous vous endormez alors que vous ne voudriez pas vous endormir. Ou bien que quand vous faites une sieste, c'est obligatoirement une sieste très longue et qui laisse persister une somnolence. Ça peut se traduire aussi par la facilité donc de s'endormir quand on est inactif. Alors en conférence, je vous rassure, pour ceux qui le font, c'est assez habituel. J'espère que ce ne sera pas toute la conférence, mais vous avouerez que s'endormir quand on est en train de parler à quelqu'un, ça c'est pas normal. S'endormir systématiquement quand on va au cinéma alors que vraiment on a envie d'aller voir ce film, là non plus c'est pas normal. S'endormir au théâtre, ça dépend, parce que ça peut être très long. S'endormir devant la télé, ça c'est normal. Mais s'endormir au volant, ce n'est pas normal. Et ce qui fait qu'en fait, il y a 5 à 10% de la population qui a une maladie qui explique la somnolence. Alors là, vous allez avoir un exemple de ce qu'on appelle des apnées du sommeil. Regardez le monsieur qui est en train de dormir. Malheureusement, on n'a pas le son, mais c'est bien dommage, parce qu'une fois, lors d'une conférence, on a passé le son dans les haut-parleurs, et là, j'avoue que c'était impressionnant. Là, voilà, il est en train de faire l'apnée en question. Vous voyez qu'il n'y a plus d'air qui passe, c'est-à-dire que le thorax, l'abdomen ne bouge plus, la bouche est fermée. Vous voyez qu'il y a des mouvements qui vont apparaître au niveau de l'abdomen, parce qu'il essaye de lutter pour essayer quand même d'expulser l'air, mais malheureusement, ça ne marche pas et ça ne passe pas. Là, il est toujours en apnée. Il fait des apnées de 45 secondes environ, là. Là, vous voyez que les mouvements deviennent plus violents parce qu'il essaye de faire passer l'air. Là, ça y est, il commence à respirer enfin. La respiration est haletante, bruyante. D'ailleurs, ce que disent les conjoints, ils disent, quand ils repensent à la respiration, c'est terrible. Et vous voyez, tout de suite, il repart en apnée. Donc là, au début, l'abdomen et le thorax sont immobiles. Et même scénario, vous allez voir apparaître des mouvements au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire qu'il y a le diaphragme, tous les muscles intercostaux qui se contractent.
pour essayer d'expulser l'air, mais la glotte est fermée, donc l'air ne passe pas. Et là, parallèlement, en même temps, l'oxygénation dans le sang baisse, parce que l'oxygénation ne se fait pas bien, la respiration étant bloquée. Et là, vous voyez que ça dure un peu plus longtemps que tout à l'heure, c'est un peu plus violent, là, il y a un petit peu d'air qui est passé, et là, ça y est, il reprend enfin sa respiration. Et là, vous voyez, il s'agite parce qu'il était vraiment en baisse d'oxygénation, donc le cerveau donne des signaux d'éveil pour alerter, pour dire « Allez, maintenant, il faut que tu te réveilles ». Eh bien, ce syndrome d'apnée du sommeil, ça touche 4% des hommes et 2% des femmes, enfin, sur le plan global hein, de la population. C'est bien sûr plus important lorsqu'on avance en âge. Et chez les femmes qui sont ménopausées, les chiffres de pourcentage de syndrome d'apnée du sommeil seront identiques. C'est-à-dire que chez les femmes, les hormones vont protéger en quelque sorte du syndrome d'apnée pendant un certain temps. Et puis après, bien sûr, quand elles disparaissent avec la ménopause, on devient l'égal des hommes, si je puis dire. Alors, le ronflement, c'est un des premiers signes du syndrome d'apnée du sommeil. Même s'il y a certains syndromes d'apnée du sommeil sans ronflement, c'est beaucoup plus rare. On le retrouve pratiquement dans tous les cas. Et qui a beaucoup de valeur aussi, c'est que lorsque le conjoint dit qu'il a noté des arrêts respiratoires. Alors on a tous droit à faire un certain nombre d'arrêts respiratoires, je vous rassure. On a droit à 10 arrêts respiratoires par heure pour considérer que c'est normal encore. Mais au-delà, c'est pas normal. Et donc, ces apnées surviennent surtout chez des gens qui sont trop gros. Vous avez vu que sur la vidéo, le monsieur était franchement en surpoids. Mais il y a des personnes qui ne sont pas grosses, qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, en particulier quand elles ont un visage long et mince, avec une certaine forme du visage qui favorise à une obstruction dans le fond de la gorge. Il y a souvent une hypertension artérielle, dans 60 à 90% des cas selon les études, donc c'est vraiment important. Il y a toujours un sommeil agité, entrecoupé, et surtout une fatigue dans la journée, une fatigue qui n'est pas expliquée, et une fatigue au réveil aussi. Les gens sont fatigués, parfois ils disent plus fatigués que quand ils se sont couchés, avec même des maux de tête assez fréquents au réveil. Et dans la journée, il y a une fatigue ou d'ailleurs une somnolence avec des endormissements dans des circonstances qui ne sont pas habituelles. Autre maladie qui est rare mais qui est très étonnante, la narcolepsie. Là, vous voyez une petite fille qui a une narcolepsie et en fait, elle a une cataplexie, c'est-à-dire qu'elle chute quand elle rit. S'il y a vous voyez, elle va tomber là très brutalement parce qu'on la fait rire et elle a une chute brutale, voilà. Alors la narcolepsie, c'est une maladie qui est une forme d'hypersomnie, donc qui se traduit à la fois par des accès de sommeil dans la journée et dans la forme complète des accès de cataplexie. C'est ce qu'elle a. Ce que présente cette jeune fille. C'est une petite fille. Là, regardez. C'est absolument terrible, la cataplexie, parce que c'est déclenché par le rire, essentiellement. Et donc, ça met en porte-à-faux par rapport aux autres, parce que bien souvent, les copains ne sont pas très sympas, parce qu'ils vont chercher à faire rire, surtout les enfants. Quand c'est vous savez, les gamins sont pas très gentils les uns avec les autres. Et quand ils repèrent qu'il y a une cataplexie chez l'autre, ils vont chercher à le faire rire. J'avais une de mes petites patientes qui me racontait que elle était la 5e d'une fratrie de 5 enfants. Et donc ses frères et sœurs cherchaient à la faire rire pour la faire tomber. Et elle me disait, j'ai appris à ne pas rire. Et elle s'interdisait de rire pour ne pas tomber. Parallèlement, il y a des accès de sommeil donc, qui sont incoercibles. Ce sont des gens qui peuvent vraiment s'endormir en faisant quelque chose. J'avais un électricien qui me racontait qu'il s'était endormi en réparant une prise. Une dame qui me racontait qu'elle s'était endormie en faisant cuire ses steaks. Donc vous voyez le danger que ça peut présenter. Ça peut s'accompagner d'hallucinations parce que
c'est comme une éruption de rêve, en fait, les accès de cataplexie. C'est-à-dire qu'il y a les accès de sommeil, il y a la chute du tonus musculaire que l'on voit dans le sommeil paradoxal, et il y a tout le contenu onirique qui est lié. C'est-à-dire que les gens voient parfois des choses comme un rêve, ou interprètent la réalité comme dans un rêve. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des paralysies du sommeil, c'est-à-dire que alors que l'on est en train de dormir, on se réveille, on se sent réveillé, on veut bouger, on veut parler, et on ne peut pas bouger, et on ne peut pas parler. Alors je vous rassure tout de suite, parce qu'il y a au moins une vingtaine % de personnes dans la salle qui ont dû faire des accès de paralysie du sommeil. Ça ne veut pas dire du tout que vous avez une narcolepsie. Ça peut être dissocié. Mais dans la narcolepsie, les gens en ont beaucoup de ces paralysies du sommeil. Alors, chose positive quand même, quand ils s'endorment et qu'ils font une sieste, la sieste est très récupératrice. Donc une pathologie rare puisqu'elle touche une personne sur 2000, mais très handicapante, très invalidante et malheureusement qui met du temps à être reconnue puisqu'il faut en général 8 ans pour que le diagnostic soit établi, après des errements diagnostiques qui vont de qualification d'hystérie à de troubles psychotiques ou de troubles neurologiques un peu bizarres. Bon, maintenant je pense que les médecins savent un peu mieux, mais le retard diagnostique est toujours très important. Alors maintenant, il peut y avoir des nuits agitées par des tas d'autres choses, et en particulier, il y a des comportements moteurs au cours du sommeil. Alors malheureusement, on a cherché à faire marcher les vidéos, donc je regrette de vous dire que les vidéos ne marchent pas, n'arrivent pas je les ai sur mon écran, mais vous les verrez pas sur le grand écran. Donc je vais vous décrire un peu ce qui se passe. Bon, le somnambulisme simple, c'est assez peu démonstratif. Vous avez des gens qui se lèvent, qui vont faire le tour de l'appartement, qui ont des comportements parfois un petit peu étonnants, comme aller toucher des objets, puis revenir se coucher. J'avais un de mes patients qui allait faire pipi derrière les rideaux. Ça, c'est très très classique. Les enfants font beaucoup ça. Mais vous avez parfois des comportements dangereux. J'en avais un qui montait sur le bord de la baignoire, un autre qui voulait absolument déménager une armoire normande en pleine nuit, d'autres qui escaladent le parapet et qui se baladent le long d'une fenêtre avec tout le danger qu'il pourrait y avoir, car contrairement à ce qu'on pense, les somnambules ne sont pas aussi adroits que ce qu'on dit, et bien sûr peuvent tomber. Il y a des défenestrations, il y a des fractures, et il y a parfois des choses tout à fait dangereuses qui se passent au cours d'accès de somnambulisme. Alors, est-ce qu'il faut réveiller un somnambule? Pas obligé. Il faut essayer de le raccompagner, de le remettre au lit. Mais il faut bien savoir que si vous cherchez à le réveiller trop brutalement, lui émerge d'un sommeil extrêmement profond, parce qu'en fait c'est un réveil incomplet en sommeil profond. Et si vous cherchez à le faire absolument se réveiller et vous parler, lui, quand il va revenir à lui, il émerge d'un autre monde, va peut-être pas vous reconnaître, va peut-être avoir peur. Donc il faut éviter de le confronter à quelque chose d'un petit peu trop agressif. Il y a quelque chose qui est assez semblable au somnambulisme en termes de comportement, qui s'appelle les comportements moteurs au cours du sommeil paradoxal. Et c'est pas tout à fait normal, parce que, enfin, comme le somnambulisme, non pas que le somnambulisme soit normal, mais c'est très fréquent, et la plupart des somnambules ne consultent pas parce que c'est extrêmement banal. Mais le somnambulisme commence souvent pendant l'enfance, très très tôt, et se continue après chez l'adulte, alors que les anomalies du sommeil paradoxal, ça survient chez des gens beaucoup plus âgés, au-dessus de 55 ans, à 60, même 70, 75 ans, et chez des gens qui n'ont jamais fait de somnambulisme par ailleurs, et puis tout d'un coup, en pleine nuit, il commence à avoir des mouvements brutaux, souvent des mouvements où il boxe un agresseur qui est bien sûr pas là, ou qui donne des coups de pied. Et ça peut être très violent, ce qui veut dire que le conjoint est souvent éjecté du lit. C'est donc dangereux pour le conjoint. Il n'y a pas d'agressivité en tant que telle, enfin volontaire, mais bon, j'ai quand même un de mes patients qui a tenté d'étrangler sa compagne.
heureusement pas violemment, mais c'est en fait des comportements que l'on voit et que l'on a décrits chez le chat, qui avait eu une petite zone du cerveau détruite qui s'appelle locus ceruleus. Dans les expériences pour comprendre le sommeil paradoxal, Michel Jouvet, le professeur Michel Jouvet à Lyon avait fait ça. Et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là que le chat vivait son rêve, c'est-à-dire qu'il bougeait, il courait après des souris imaginaires, il attaquait. Et chez l'homme, en fait, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des lésions au niveau du cerveau qui touchent ces petites zones ou d'autres zones qui contrôlent le tonus musculaire au cours du sommeil paradoxal. Et comme elles sont lésées, le tonus musculaire est libéré, et donc les gens vivent en quelque sorte leur rêve. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut être assez inquiétant et pour lesquels, heureusement, il y a des traitements. Alors, plus calme en termes physiques tout au moins, mais parfois tout aussi agité sur le plan intellectuel, vous savez qu'il y a des rêves toutes les nuits. On ne s'en souvient pas obligatoirement, puisqu'on se souvient parfois d'un rêve, mais qu'on rêve tous et plusieurs fois dans la nuit. Mais il peut y avoir aussi des cauchemars, et vous avez des périodes de la vie où vous pouvez traverser des périodes pénibles avec des cauchemars en cours de la nuit qui de surcroît vont vous embêter. Mais là, ça survient en sommeil paradoxal, et ça ne s'accompagne pas habituellement de mouvements. Parce que pendant le sommeil paradoxal, normalement, il y a une atonie musculaire, c'est-à-dire que les muscles ne répondent pas. Il y a simplement au niveau des cauchemars post-traumatiques, qui eux sont des cauchemars particuliers, qui surviennent après un traumatisme, que ce soit... enfin, c'est un traumatisme important du style un accident où il y a eu un carambolage monstrueux, un avion qui s'écrase ou qui a un accident, un viol, enfin des choses qui sont vraiment lourdes. Et là, il peut y avoir des cauchemars post-traumatiques qui, eux, sont toujours répétitifs. C'est-à-dire que la personne revit la scène plusieurs fois par nuit parfois. Et avec... là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne survient pas qu'en sommeil paradoxal. Il y a souvent des cris, il y a souvent des mouvements. Et quand on fait des enregistrements de sommeil, on voit que ça apparaît dans d'autres stades que le sommeil paradoxal, en particulier en stade 2 du sommeil. Alors, pour terminer avec les traitements, et pour laisser ensuite du temps pour la discussion, eh bien, on a parlé du mauvais sommeil, mais avant de passer, enfin de franchir le cap entre le bon et le mauvais sommeil, il y a un certain nombre de règles d'hygiène de sommeil à respecter. Et ça, vraiment, il faut pouvoir respecter son sommeil et respecter ses règles pour ne pas justement en arriver à la problématique de l'insomnie. Alors la première des choses, c'est respecter son rythme. Et ça paraît simple comme ça, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont en fait une typologie de sommeil particulière, qui sont plutôt du soir ou bien qui sont plutôt du matin, et que dans leur rythme de sommeil, en fait, ils vont aller contre ce rythme parce qu'ils vont se coucher trop tôt alors que leur sommeil n'est pas prêt à survenir, ou qui vont se lever trop tard pour essayer soi-disant de gagner du sommeil alors qu'ils sont plutôt, qui seraient plutôt lève-tôt. Et ça, apprendre à reconnaître son rythme, c'est une chose qu'on peut faire en vacances. Si vraiment on se décale très très tard le soir, c'est que a priori on est plutôt du soir. Si en revanche on continue sensiblement se coucher à peu près aux mêmes horaires, c'est qu'on est plutôt du matin. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a à éviter des repas copieux et l'alcool au dîner. Alors, en règle générale, si vous faites maintenant un repas copieux, exceptionnel, de temps en temps, une fois par semaine, même 2 fois par semaine, bon, ben, vous saurez que vous allez plus mal dormir. Mais systématiquement tous les soirs, ça évidemment, ça va vous amener des ennuis. Évitez de pratiquer le sport après 17 heures. Alors ça, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on s'acharnait, spécialiste du sommeil, à vous dire ça. Eh bien, il y a une raison fort simple. C'est que si vous faites du sport le soir, vous allez augmenter votre température corporelle. Et si vous augmentez votre température corporelle, vous ne pourrez pas vous endormir tant que la température ne sera pas en train de descendre.
Donc, vous pouvez faire du sport le soir, mais il faudra attendre que votre température corporelle descende. C'est-à-dire que si, comme beaucoup de gens, vous travaillez et que vous avez effectivement que le soir pour faire du sport, il faudra non seulement prévoir dans votre emploi du temps le sport, mais il faudra prévoir ensuite 2 heures de temps pour que la température baisse tranquillement et surtout pas chercher à vous coucher dès que vous rentrez du sport, parce que là, vous allez avoir des difficultés. Favoriser toute activité relaxante le soir. Eh bien oui, quand on rentre le soir, une fois qu'on a fait tout ce qu'on doit faire, parce qu'on a aussi des obligations, il faut se donner un petit temps où justement on se détend, où on passe à autre chose, où on oublie un peu ce qui nous a préoccupés dans la journée, où sur le plan physique aussi on se relâche. Et c'est pas toujours évident. Pas de télévision dans la chambre. Ah oui, ça on est drastique. Les spécialistes du sommeil, on est tous terribles. Pas de télévision dans la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, ça doit rester un endroit où l'on respecte le sommeil. Et le sommeil, vous le respecterez d'autant que vous aurez bien dissocié ce qui est de l'activité de jour, de la stimulation, de ce qui va être le retour sur soi, la tranquillité, l'isolation de l'extérieur. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire quand on a un appartement de 4 pièces, ça l'est beaucoup moins bien sûr quand on a un studio, mais à moins évidemment de vivre dans un 12 mètres carrés, ce qui peut arriver, si on a un studio, on peut essayer de l'aménager de telle manière qu'il y ait des pôles en quelque sorte. Le pôle sommeil, le pôle ordinateur et télévision. Et ce qui fait que quand on change de pôle, on dit aussi à son corps, là maintenant je me prépare à ça ou je me prépare à autre chose. Ce qui est pas bien du tout pour le sommeil, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire que si on est, je pense à un de mes patients qui arrivait à faire la chose assez extraordinaire, c'était un couple de jeunes, ils avaient 24 et 27 ans, et lui arrivait à se coucher avec son ordinateur, sur lequel il allait travailler, le portable à côté, tout en ayant bien sûr la télévision allumée, et sa femme son amie avait elle aussi son ordinateur et son portable. Je crois que là, à un moment donné, il faut dire non, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment arrêter, il y a des limites, il y a des espaces où l'on doit faire certaines choses et d'autres espaces où l'on doit faire autre chose. Et ça, c'est autant de signaux qu'on donne à son corps, et il faut être logique. Si on veut renforcer les signaux de sommeil, il faut aussi modifier les espaces dans sa tête et physiquement dans la pièce où l'on vit. Un bain chaud pris vers 20-21 heures, c'est quelque chose qui peut aider au sommeil parce que ça va favoriser la détente. Alors vous allez me dire, un bain chaud, ça augmente la température. Oui, sûrement, mais ça c'est suivi très rapidement par une baisse de température. Enfin très rapidement, 2 heures après, par une baisse de température. Donc il faut aussi se laisser un temps, un sas entre le bain chaud et le moment où on se couche. Mais de surcroît, le bain chaud va avoir un autre intérêt, c'est que ça augmente le sommeil profond en cours de nuit. Donc c'est un bon truc pour ceux que ça détend. Mais il y a certaines personnes qui réagissent au bain chaud en étant en pleine forme après. Alors si c'est ça, il faut peut-être réserver le bain chaud au soir où vous voulez sortir et peut-être pas pour aller vous coucher après. Mais testez et vous verrez si c'est bien pour vous. Dormir dans une chambre aérée avec une bonne température. Je vous parlais tout à l'heure des effets de la température. En effet, la température idéale, c'est entre 18 et 22 degrés. Donc veillez à ce que cette température soit respectée. Au-dessous, vous allez éventuellement avoir froid, et au-dessus, vous ne serez pas bien, vous aurez un sommeil qui sera plus morcelé. Enfin, il faut maintenir des horaires de sommeil réguliers et surtout des horaires de lever réguliers. C'est-à-dire que nous avons des horloges internes dans la tête, et ces horloges vont se structurer par rapport à un temps que l'on va donner au corps. Et ce temps va se mettre en place, s'organiser, en particulier autour de l'heure du réveil. Donc ça, c'est très très important que vous ayez ce temps-là pour vous caler et pouvoir organiser votre rythme de cette manière.
Enfin, il faut éviter les excitants, le café, le thé, la vitamine C, tous les sodas avec des stimulants. Parce qu'évidemment, si vous devez commencer à prendre des stimulants dans la journée, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de lutter contre les effets d'un mauvais sommeil. Et de surcroît, vous allez aggraver votre mauvais sommeil puisque vous allez le morceler avec l'utilisation de ces stimulants. Alors la deuxième chose importante, mais là c'est déjà quand on est dans le cadre de l'insomnie, c'est que il faut vraiment rétablir le signal lit égale sommeil. Dans la journée, il faut vraiment éviter de faire la sieste quand on a un mauvais sommeil, ou se faire une petite sieste, 10 minutes de sieste, pas plus long. Un petit quart d'heure maxi, mais pas plus long. Il faut pouvoir préparer son sommeil en évitant toutes les activités éveillantes le soir. Vous organisez une période d'activité calme avant de coucher et n'allez se coucher que quand on a sommeil. Ça paraît idiot, mais vous avez des gens qui vont se coucher alors qu'ils n'ont pas sommeil. Ils vont se coucher parce que c'est l'heure. Or si, sur le plan biologique, leur corps n'est pas prêt à aller se coucher, ils peuvent toujours aller se coucher parce que c'est l'heure. Si les systèmes d'éveil sont encore lancés, ils ne pourront pas s'endormir. En plus, il faut respecter les rituels de sommeil. Vous savez que les rituels de sommeil, c'est toute cette petite organisation qu'on a chacun, qui sont très très vrais, très présents chez l'enfant, qui sont extrêmement importants chez l'enfant, mais qui sont aussi présents chez nous. Alors c'est bon, il y en a certains qui aiment bien tirer les volets, fermer les rideaux, se laver les dents. Il n'y a rien de pire, vous verrez, pour quelqu'un qui a l'habitude de se laver les dents avant d'aller se coucher, que d'aller se coucher, commencer à essayer de dormir. Et puis tout d'un coup, il y a une idée qui arrive qui dit « Zut, j'ai oublié de me laver les dents ». Alors ça, vous pouvez toujours essayer de dormir. Après, il faut vraiment vous relever, aller vous laver les dents et puis vous recoucher. Parce que si dans votre rituel, il y a cette séquence-là et que vous ne la faites pas, vous allez être perturbé. Alors ne se coucher que pour dormir et donc éviter la télévision, l'ordinateur encore plus. Et avec l'idée qu'effectivement, plus vous serez au lit avec un temps passé au lit qui sera égal au temps de sommeil, plus vous aurez des chances de rétablir des signaux de sommeil corrects. Et quand on ne dort pas, eh bien, il faut se lever, faire autre chose, si on se réveille donc en cours de nuit, se recoucher dès qu'on ressent de nouveau l'envie de dormir, et se lever définitivement le matin dès qu'on a l'impression de ne plus dormir. Et pas essayer de faire ce que font la plupart des insomniaques, c'est « Allez, j'ai encore 1 heure, je vais essayer de gagner un petit peu et de rester au lit ». Si vous dormez, vous ne poserez même pas la question, mais si vous ne dormez pas et que vous êtes dans ce système besogneux avec « il faut absolument que je dorme », et même si je pourrais me lever maintenant, je vais encore rester pour en gagner un peu, là c'est pas bon, il faut vraiment vous lever dès que vous avez le sentiment d'être réveillé. Alors il y a des thérapies qui ont été mises au point, qui cherchent à justement traiter l'insomnie, qui sont les thérapies comportementales et cognitives, et dont les objectifs sont basés sur les consignes que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut retrouver le signal déclencheur du sommeil, qui est la mise au lit, et donc de ce fait, on réserve la chambre au lit et à l'activité sexuelle en évitant de regarder la télé au lit, de travailler, de manger au lit. Et le deuxième objectif, ça va être de mobiliser les facteurs hypnogènes naturels, c'est-à-dire les somnifères naturels, hein, donc toutes les substances de sommeil qu'on fabrique pendant la journée. Et ça, on va les mobiliser en se mettant en quelque sorte en petite privation de sommeil, c'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas rester au lit si on ne dort pas, se faire quelque chose quand on est réveillé la nuit, et le matin, surtout, ne pas traîner au lit. Enfin, le troisième grand principe des thérapies cognitives et comportementales, c'est qu'il faut toujours dédramatiser en luttant contre les croyances et les convictions qu'on s'est faites par rapport au sommeil. On a des tas d'idées préconçues sur notre sommeil. On pense que si on dort avant minuit, c'est mieux, que si on a mangé trop un soir, on va absolument pas dormir, que si on n'est pas... si telle et telle condition ne sont pas remplies, le sommeil va être mauvais. En fait, si vous regardez votre sommeil, si vous notez votre sommeil tous les jours, vous allez voir qu'il y a des tas de jours où ces conditions-là ne sont pas respectées, enfin vos croyances ne sont pas respectées, et pourtant, vous arrivez à bien dormir. Donc, en fait, vous généralisez un certain nombre de choses par rapport au sommeil, et d'où l'intérêt de dédramatiser, parce qu'en fait, c'est pas comme vous le pensez dans ces cas-là. Alors, les somnifères ou les hypnotiques, qu'est-ce qu'on fait avec cela?
Alors vous savez qu'on dit qu'il faut essayer de s'en passer et qu'il ne faut pas en prendre, etc. Oui, c'est vrai, il faut essayer, autant faire se peut, de ne pas les utiliser. Mais il ne faut pas non plus les diaboliser. C'est-à-dire que ce sont d'excellents produits lorsqu'ils sont bien utilisés. Alors, le bien utilisé, maintenant, on sait de quelle manière on doit bien les utiliser maintenant. Et entre autres, le principal, c'est d'éviter l'accoutumance. C'est-à-dire que soit on les prend sur des périodes brèves, de 15 jours, 3 semaines, et là c'est d'excellents produits pour traverser des périodes difficiles, où là vraiment on n'est pas bien, et le somnifère va vous aider à passer, bon, quelqu'un par exemple qui vient de se faire licencier, qui est très touché par cette difficulté, qui ne dort plus, eh bien on va l'aider pendant quelques jours avec un somnifère pour qu'il puisse ne pas complètement craquer. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, on va diminuer et puis il va retrouver son sommeil naturel, peut-être avec des ratés, mais son sommeil naturel. Ou bien, la deuxième solution, sur un plus long terme, c'est de prendre un somnifère que quelques jours par semaine, 2 fois, 3 fois par semaine. Et là, à ce moment-là, on évite l'accoutumance. C'est-à-dire que le produit marche à chaque fois qu'on le prend, mais on n'est pas dans cette situation où il va falloir augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets. Et en plus, on apprend à utiliser le somnifère. Entre autres, vous avez probablement tous remarqué que la nuit du dimanche soir est une nuit beaucoup plus difficile que les autres, parce que le lendemain, on reprend le travail. Donc, il y a une dimension de stress qui est là. Mais si on anticipe, on va pouvoir prévenir cette mauvaise nuit. Alors, vous savez que les hypnotiques et les anxiolytiques, on est les champions du monde de l'utilisation de ces substances. La bonne nouvelle, c'est que, d'après les chiffres de la CNAM, eh bien, on commence un petit peu à baisser. Donc, j'espère que les prochains chiffres vont montrer qu'on a encore baissé. Donc, on est sur la bonne voie. Alors, parallèlement dans l'évolution des hypnotiques, on voit qu'il y a de plus en plus d'antidépresseurs qui sont utilisés dans l'insomnie, et avec succès d'ailleurs, et qui n'ont pas les problèmes d'accoutumance et de dépendance à des hypnotiques, mais qui posent d'autres problèmes aussi. C'est pas la panacée, hein, c'est pas l'objectif de cette diapositive que de vous dire qu'il faut vraiment passer aux antidépresseurs, mais c'est des produits intéressants, et dans certaines insomnies en particulier, quand on se réveille en seconde partie de la nuit, ils donnent de bons résultats avec des doses très très faibles. Et de surcroît, comme je vous disais tout à l'heure, comme il y a souvent une dépression, eh bien, ils vont être là aussi pour traiter la dépression quand il y en a une. Alors, les effets des antidépresseurs sur le sommeil, c'est des effets qui touchent à la fois la structure du sommeil, parce qu'ils diminuent la latence d'endormissement, mais ils augmentent surtout la continuité du sommeil. En plus, ils ont une action sur le sommeil paradoxal, le sommeil où l'on rêve beaucoup, et ils peuvent avoir un intérêt chez des gens, par exemple, qui font beaucoup de cauchemars. Et de surcroît, ce sont les seuls produits qui augmentent le sommeil lent profond, dont on sait que c'est le sommeil le plus efficace. Néanmoins, ils ont des effets éventuellement délétères sur la vigilance, et ça, il faut faire attention. Quand on prend un antidépresseur, on peut avoir des moments de somnolence dans la journée, et surtout en début de traitement. Donc ça, il faut que le médecin vous en prévienne quand ça vous arrive, et que si c'est des effets qui durent, il faut changer de produit. Alors, la mélatonine, elle a une histoire intéressante, la mélatonine, parce que on se demande si ça a un intérêt vraiment dans l'insomnie. Alors, dans l'insomnie pure, lambda, non. Mais c'est un produit, bien sûr, qui a beaucoup à voir avec le sommeil, parce que c'est une hormone qui va nous servir à mesurer le temps et qui va nous permettre de bien nous caler sur les 24 heures. Et elle a des petits effets directs sur le sommeil, sachant qu'elle diminue plutôt la latence d'endormissement, c'est-à-dire qu'elle facilite l'endormissement et qu'elle facilite un peu la continuité du sommeil, mais d'autant plus qu'il y a des troubles du rythme veille-sommeil. C'est-à-dire que chez des gens qui sont dans des horaires décalés, chez des personnes âgées qui perdent un peu leur repère temporel, c'est sûrement un produit intéressant. Mais là, il faut savoir que quand on prend de la mélatonine,
dans l'insomnie tout venant, ça n'a pas d'intérêt. Et que quand on achète de la mélatonine, il y a eu beaucoup d'achats faits sur Internet où on ne savait pas trop ce qu'on achetait. La bonne nouvelle, c'est que depuis décembre, elle est de nouveau accessible en pharmacie et votre médecin peut maintenant la prescrire. Donc ça va de nouveau retrouver un intérêt. Quant aux plantes, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? Vous savez que le problème des plantes, il y a des effets qui ne sont pas obligatoirement des effets qui ont été prouvés. Et la seule plante pour laquelle il y a un effet prouvé pour l'instant, c'est la valériane. Et elle a effectivement des effets sur la continuité du sommeil, sur même la quantité de sommeil profond. Ceci étant, pour d'autres plantes, on a pu décrire des effets indésirables, en particulier des effets d'hépatotoxicité, peut-être liés à l'excipient qui était avec la plante, mais directement pour certaines plantes, comme pour la balotte et l'anémone pulsatile, des effets psychiques avec une dépendance, et quelqu'un qui prend quelque chose pour dormir tous les soirs, même si c'est des plantes dont l'effet pourrait être moindre, bien quelque part devient dépendant et a du mal à se passer des choses. C'est pour ça que chez l'enfant, il faut faire très attention. Si vous donnez des plantes à un enfant qui dort mal, quelque part vous l'habituez à prendre quelque chose. C'est même chose pour l'homéopathie, c'est pareil. Vous vous dites, oh c'est anodin. Le geste n'est pas anodin. Parce que chez un enfant qui va avoir un produit à prendre dans la nuit, enfin donné par les parents, va quelque part marquer dans son cerveau qu'il n'est pas capable de s'endormir tout seul. Et probablement plus tard, ça va être lui qui va chercher des substances plus actives parce qu'il va se dire qu'il ne peut pas s'endormir tout seul. La luminothérapie ou photothérapie qui a été bien développée par Claude Gronfier, c'est pas vraiment un traitement de l'insomnie, sauf quand on a des difficultés, soit de troubles du rythme et sommeil. C'est-à-dire quelqu'un qui s'endort beaucoup trop tôt le soir, par exemple, on va pouvoir essayer de repousser son sommeil en l'aidant à s'endormir plus tard grâce à de la photothérapie le soir. Donc c'est surtout un synchroniseur de l'horloge interne. Je vous rappelle qu'il faut des lampes assez puissantes avec au moins 1500 lux délivrés quand on est devant la lampe, ce qui veut dire que ce sont des lampes dont la puissance va être pratiquement de 10 000 lux délivrés à l'écran. Et il y a aussi un autre effet, par exemple dans la dépression saisonnière, ça a un intérêt. Enfin, les autres thérapies, est-ce que l'acupuncture a de l'effet? Ça, c'est discutable et discuté. L'hypnose, pas validé. Donc, soyez réservés et précautionneux. On ne peut pas dire que ce sont des thérapies dont l'effet ait été prouvé. Donc, merci de votre attention. Et juste une petite citation que j'aime bien, qui est d'Alfred Capus. « Certains hommes parlent pendant leur sommeil. Il n'y a guère que les conférenciers pour parler pendant le sommeil des autres. » Merci de votre attention.